Bien, mes chers collègues, nous allons pouvoir démarrer notre audition. Je suis ravie d'accueillir Monsieur Klein, président du Haut Conseil du travail social. Vous savez que cette audition, elle s'inscrit dans un cycle de travaux que j'ai proposé, que la commission, enfin que le bureau de la commission des affaires sociales a aussi souhaité engager, des travaux de réflexion et d'audition sur la question des métiers du lien social, dont on perçoit bien qu'il y a des problématiques, des difficultés à la fois d'attractivité des métiers, de conditions de travail aussi dans ces métiers, et en même temps des travaux riches qui nous permettent d'entrevoir des pistes de solutions. Nous avions auditionné le CESE pour la présentation d'un précédent rapport portant sur le sujet des métiers du lien social, donc très proche avec les travaux ici du Haut Conseil du travail social. Et récemment, donc, le Haut Conseil du travail social a produit un livre blanc qui est un travail très approfondi, appuyé sur de nombreuses productions et propositions issues du terrain, ce qui me semble assez riche et important, et d'où l'intérêt pour notre commission de pouvoir prendre connaissance de ces travaux. Nous allons donc entendre d'abord Monsieur Klein, à qui je souhaite la bienvenue après ces péripéties de train, si j'ai bien compris. Mais nous sommes très contents de vous entendre, et donc on va vous donner la parole pour environ un propos liminaire de 10-15 minutes. Ensuite, nous entendrons les orateurs des groupes parlementaires et puis les questions des députés, et puis je vous proposerai ensuite de répondre aux questions des parlementaires. Donc sans plus attendre, Monsieur Klein, je vous passe la parole. Merci Madame la Présidente, et pardon du retard que la SNCF m'a aidé à vous infliger ce matin. Je suis évidemment très heureux de répondre à votre invitation, et je remercie la Commission et vous-même, Madame la Présidente, de l'intérêt que vous avez porté, que vous portez au travail du HCTS. Je suis accompagné de Mouna Abdeselem, la secrétaire générale du Haut Conseil, qui va pouvoir m'accompagner dans la présentation. Peut-être je me permets de vous présenter en quelques mots le HCTS avant de venir au livre blanc. J'ai conscience que c'est à la fois une institution de la République, mais qui peut être encore insuffisamment connue. Le HCTS a succédé au Conseil supérieur du travail social, qui lui avait plusieurs dizaines d'années d'existence. Il a été créé en 2016. Il est composé de 62 membres et il est vice-présidé par le président de la Gironde, du département de la Gironde, Jean-Luc Glaise, et par Catherine Chollet, qui est de DGA dans un département, et puis 6 collèges, dont celui des personnes accompagnées. Notre fonction est d'assister le ministre en charge des Affaires sociales, de la solidarité, le ou la ministre, bien sûr, de toutes les questions qui concernent le travail social, le développement social, mais aussi d'élaborer la doctrine en matière d'éthique professionnelle. C'est aussi un point d'appui important pour les acteurs professionnels eux-mêmes, et puis formuler des propositions. J'ai pour ma part été nommé président du HCTS à l'été 2021 par Olivier Véran, puisque le président est nommé par le ministre en exercice. Et nous avons également, pour nous appuyer, et ça je pense que ça peut vous intéresser, y compris dans vos circonscriptions respectives, la chance de disposer de relais territoriaux à travers les comités locaux du travail social et du développement social, qui sont aujourd'hui 24 et qui rassemblent les professionnels, j'allais dire de toutes obédiences, si vous me passez l'expression, à l'échelle de territoires, alors que ce soit des territoires régionaux, des territoires locaux, départementaux, chacun s'organise un peu comme il l'entend, et qui sont donc des points d'appui et des relais du Haut Conseil. Voilà pour le Haut Conseil en quelques mots. Le secteur du travail social ne vous est probablement pas inconnu. Vous avez reçu le CESE il n'y a pas longtemps, donc je pense que ces éléments-là, vous les avez. Je vous les rappelle rapidement. Ce sont plus d'1,3 million de
professionnels qui agissent au quotidien sur le terrain, dans un environnement professionnel qui est assez hétérogène. Vous les côtoyez aussi bien dans les collectivités locales, dans les associations du secteur de l'économie solidaire, dans des associations du secteur social et médico-social, mais aussi dans les établissements de santé, parfois dans les entreprises, dans les grandes administrations publiques de l'État, et j'en passe. C'est donc à la fois un public qui a le tronc commun de son intervention auprès des publics en fragilité, et puis une très grande hétérogénéité de situation. C'est un secteur âgé, c'est important de l'avoir à l'esprit, puisque la moyenne d'âge, il y a déjà maintenant 6 ans, était de 46 ans pour les professionnels du travail social. C'est un secteur professionnel où il y a moins de diplômés de l'enseignement supérieur que dans d'autres, et que la moyenne des salariés. Le temps partiel, c'est aussi lié à l'ultra-féminisation de ce secteur, j'y reviendrai dans un instant. Le temps partiel est évidemment beaucoup plus présent dans le travail social que dans d'autres, puisqu'on a 43% de temps partiel, et une féminisation qui est majeure. Plus de 9 professionnels sur 10 du travail social sont des professionnels ES, mais pardon de le dire de façon un peu caricaturale, c'est aussi un secteur qui n'échappe pas lui-même à la caricature. Plus de 9 professionnels sur 10 de terrain sont des femmes, et la majorité des encadrants et des dirigeants sont des hommes dans ces structures. Donc il y a aussi, à travers la question du genre dans le travail social aujourd'hui, une question sur finalement l'organisation et l'émancipation des femmes qui est posée. Ceci dit, c'est un secteur, et j'en termine là sur cette slide, qui est particulièrement stratégique, parce que c'est un secteur qui accompagne toutes les fragilités de la société dans leur diversité, et qui aussi est un promoteur actif de l'égalité des citoyens face aux politiques publiques et aux institutions publiques comme privées. Vous dire ensuite que le livre blanc, pour y venir plus précisément, est donc le fruit d'un travail qui a été d'abord l'objet d'une commande originelle. Donc ça, c'est lié à ma prise de fonction et à des échanges initiaux avec Olivier Véran. Nous sommes donc à l'été 2021, dans un moment où le Covid est encore le lot quotidien des acteurs publics et du ministre de la Santé et des Solidarités en premier lieu, où dans la crise Covid apparaissent déjà les invisibles qui commencent à montrer que sans eux, finalement, l'ensemble de l'édifice de la cathédrale sociale française ne tient pas. Et nous avons, de ce point de vue-là, décidé, et le ministre m'a donné mission en ce sens, d'un travail en 2 temps. Un livre vert. Alors, livre vert, c'est l'état des lieux, la description. Livre blanc, ce sont les propositions. Donc, livre vert remis au printemps, enfin à l'hiver 2022, en amont de l'élection présidentielle. Objectif, nourrir les différents candidats à l'élection présidentielle, finalement, de constats le plus objectif possible, charge à chacune et à chacun ensuite d'en faire ce qu'il en entend. Et livre blanc, qui lui est plus opérationnel, avec un objectif d'être remis au gouvernement et au Parlement issus de l'élection législative, donc de juin 2022, pour pouvoir tenir lieu de feuille de route. Le livre blanc, le livre vert a été un travail assez en chambre. Le livre blanc a au contraire été un travail d'1 an extrêmement ascendant qui a mobilisé des milliers de travailleurs sociaux dans ce pays. Je tiens à le souligner. Il n'est pas le fruit simplement de contributions d'organisations ou de représentants. Il est vraiment le fruit d'un travail de terrain. L'idée force numéro 1, c'est évidemment aussi, parce que celle-là, vous l'avez déjà entendu si vous avez auditionné le CESE, et je pense que vous l'entendez largement dans vos rencontres de terrain, c'est l'enjeu de la reconnaissance. Aujourd'hui, la reconnaissance des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux et des métiers du travail social est particulièrement urgente parce que la crise est particulièrement forte. Globalement, depuis 20 ans, une situation de relatif blocage des salaires, avec les périodes importantes de gel du point d'indice dans la fonction publique et dans les principales conventions. En 2021, les principales associations du secteur constataient que le salaire médian des professionnels du travail social était inférieur au SMIC. Et les conditions de travail, autre élément de la reconnaissance et de la valorisation,
les journées de travail perdues, la sinistralité dans le travail social est particulièrement importante. On est aujourd'hui à un taux de sinistralité, d'accidents du travail, de maladies professionnelles 3 fois supérieur à la moyenne constatée pour l'ensemble des secteurs d'activité en France. Grosso modo, 21 millions de journées d'absence, toutes causes confondues en 2019 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est-à-dire une augmentation de plus de 17% d'absentéisme par rapport à 3 années en arrière. Ça, c'est pour vous montrer simplement la trajectoire qui est inquiétante. Et puis les risques juridiques de métiers qui sont aujourd'hui aussi plus exposés. Et puis, vous savez aussi qu'il y a une dimension symbolique qui est particulièrement importante. Ce sont des métiers qui sont mal reconnus. Ce sont des métiers qui sont encore finalement aujourd'hui considérés comme des métiers non pas secondaires, mais des métiers pour lesquels une bonne dose d'empathie pourrait suffire à faire finalement son office. Alors c'est l'héritage de décennies de traditions, de regard sur le monde social et des solidarités, mais où la question de la professionnalisation est une question qui est d'ailleurs traitée dans le livre blanc très fortement, est encore particulièrement prégnante. C'est un métier qui a du mal à rendre visibles ses résultats, puisque par définition, l'appréciation de la qualité d'un accompagnement social se mesure au fait qu'il n'y a plus de difficultés soulevées, ou beaucoup moins de difficultés soulevées, et donc c'est un métier qui, est assez difficile à manier du point de vue des indicateurs. Parfois, les professionnels ont eux-mêmes une culture des indicateurs toute relative, mais globalement, la société s'est mal appréciée et insuffisamment appréciée. Et donc, entraînant de ce point de vue-là aussi un manque de savoir-faire des acteurs. Les conséquences de ces difficultés, à la fois liées à la rémunération et liées à la reconnaissance et aux conditions de travail, sont aujourd'hui alarmantes. Et je n'aime pas, j'allais dire, forcer le trait pour le principe, mais je veux vraiment insister sur le caractère urgent de solution à cette crise. Aujourd'hui, 71% des établissements du secteur social et médico-social témoignent de difficultés de recrutement. Vous me direz, ce ne sont pas les seules entreprises ou établissements qui sont confrontés à ces difficultés. Nous avons 30 000 postes vacants aujourd'hui, à l'heure où je parle, dans ce secteur. Et les organisations professionnelles anticipent de l'ordre de 150 000 départs à la retraite à l'horizon 2025. Donc nous sommes sur des volumes qui sont des volumes particulièrement significatifs. 90 000 salariés ont quitté le secteur pour d'autres orientations professionnelles depuis 2021. Absolument. Je vais accélérer la cadence. Mais je vais essayer de vous donner un panorama rapide et complet. La question du Ségur, vous en avez forcément beaucoup entendu parler, le Ségur des professionnels de santé et le Ségur des professionnels du travail social. Jean Castex a réuni une conférence sociale il y a 2 ans, pile il y a 2 ans, pour annoncer un certain nombre de mesures, notamment intégrer au Ségur les professionnels du travail social qui ne l'avaient pas été dans la prime post-Covid. Il y a un vrai sujet parce que beaucoup de professionnels n'ont pas été intégrés, vous le savez. On les estime aujourd'hui que 90 000 professionnels de ce secteur qui pourraient y prétendre à cette prime ne l'ont pas eu et générant des difficultés fortes dans les structures elles-mêmes. Mais de façon encore un peu plus prégnante aujourd'hui, les financements qui avaient été annoncés à l'époque, 1,3 million d'euros pris en charge par l'État, 1,3 million d'euros pris en charge par les départements, ne sont pas tous au rendez-vous du témoignage des structures elles-mêmes. L'UNIOPS, donc l'Union nationale de toutes les structures du travail social, en a récemment témoigné. Beaucoup n'ont pas encore reçu, qui de l'État, qui des départements. C'est assez hétérogène, hein, il n'y a pas de volonté politique, j'allais dire, globale là derrière, mais il y a une réalité aujourd'hui qui entraîne des difficultés de trésorerie particulières. Donc, le livre blanc, vous le verrez, plaide pour la révision des grilles, que ce soit dans le secteur public et des classifications dans le secteur privé non lucratif, pour revenir à des rémunérations exprimées par rapport au SMIC en vigueur avant les
35 heures, avec l'objectif d'indexation d'une partie du financement public en matière de rémunération sur l'augmentation moyenne du SMIC à 3 ou à 5 ans. Il faut une trajectoire aujourd'hui d'augmentation de la rémunération qui n'existe pas. Et puis dans le secteur privé, donc privé non lucratif, la question de l'homogénéisation à travers la convention collective unique, qui est un débat assez ancien, qui a du mal à déboucher, mais reste un sujet important. Deuxième idée force, c'est l'aspiration des personnes accompagnées. Le travail social est aussi aujourd'hui fortement chamboulé par la diversification des parcours. Donc, l'organisation du travail, un management qui remet l'autonomie des professionnels au cœur de leur action quotidienne. La question finalement d'une plus grande confiance, d'une débureaucratisation du travail social est un facteur très important aujourd'hui parce que notamment la question de l'accès au droit pose un sujet à beaucoup de professionnels. Comme l'accès au droit est rendu et difficile pour un certain nombre de droits sociaux, les professionnels du travail social, dont le cœur de métier c'est l'accompagnement du parcours de vie, passent un temps parfois très long à recouvrir, ouvrir ou reconquérir des droits des personnes qui elles accompagnent. C'est autant de temps perdu pour l'entrée dans un parcours actif. C'est un travail qui, du coup, embolise le secteur et décourage parfois les professionnels. Donc la question de l'automatisation de l'accès au droit, autre sujet que le gouvernement et le Parlement traitent depuis un certain nombre de mois maintenant, est une question qui a un impact direct sur la qualité de vie et les conditions de travail des professionnels. Sur la question, pour avancer encore un peu plus du développement social, il y a aussi la question du rôle du territoire. Nous savons que les territoires, et le territoire dans lequel vit une personne accompagnée, quelle que soit la nature de son accompagnement, est la première de ses ressources. Donc une professionnelle du travail social, un professionnel du travail social, il est d'abord au cœur d'un écosystème local avec lequel il doit pouvoir travailler pour bâtir les solutions d'accompagnement et donc disposer des ressources et de l'autonomie nécessaires pour pouvoir le faire. Cette logique de développement social, qui souvent devient la cinquième ou la sixième roue du carrosse, puisque le temps administratif est trop long, eh bien, devrait redevenir premier pour garantir finalement aussi une qualité d'accompagnement. Et puis, enfin, je termine par les enjeux qui sont liés aujourd'hui aux évolutions de la demande sociale. Nous avons mis dans le livre blanc la transition écologique et la lutte contre le dérèglement climatique au cœur de nos réflexions, car les personnes accompagnées dans le cadre de dispositifs sociaux sont souvent en première ligne des conséquences du dérèglement climatique, que ce soit pour des enjeux liés à l'exposition aux pollutions, que ce soit des enjeux liés à la mauvaise qualité de leur logement, à l'accès à l'alimentation, au transport. Les professionnels du travail social doivent demain pouvoir être des actrices et des acteurs de finalement la bifurcation écologique du travail social, la capacité que les personnes accompagnées peuvent, elles, demain aussi, être accompagnées en premier pour répondre à ces enjeux-là. Et donc, il faut former, mieux accompagner dans le champ de la transition écologique, avec peut-être une extension du rôle, puisque le travail social pourrait s'intéresser, selon une acception plus large, pas seulement à la préservation des intérêts socio-économiques des personnes, leurs revenus, leur habitat, leur mobilité, mais plus globalement leur contexte de vie, pour favoriser un mode de vie aussi plus sain. Le virage domiciliaire, c'est évidemment la question de l'accompagnement à domicile et du maintien à domicile. Les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales doivent pouvoir aujourd'hui s'inscrire pleinement dans cette logique-là. Et puis globalement, la société de l'attention et du care, qui a déjà été beaucoup théorisée, doit être aujourd'hui un peu la feuille de route globale de la transformation du travail social. Et puis ceci passe, dans les propositions que nous avons formulées, par la place de la recherche, la reconnaissance d'un véritable doctorat en travail social. C'est une des propositions qu'avait formulée, en tout cas c'est inscrit dans la proposition qu'avait formulée Aurore Berger lors de la remise du livre blanc avec la création de l'Institut national du travail social, hein, reprenant des engagements qu'avait déjà pris Jean-Christophe Combe précédemment. Reconnaissance d'un doctorat, complétude de la filière LMD dans le secteur, tout en renforçant aussi la question du tronc commun, parce que la question des formations est assez aujourd'hui hétérogène. Il n'y a pas de tronc commun comme pour dans d'autres formations, tronc commun pour un début de formation pour l'ensemble des professionnels avant une spécialisation un peu plus tard.
Voilà vraiment de façon extrêmement rapide, j'espère, et pardon d'avoir été un peu long, quelques-uns des parfait. principaux points du livre blanc. Merci beaucoup. Et puis nous pourrons compléter aussi ces échanges après les prises de parole des orateurs des groupes qui vont s'afficher incessamment sous peu. Et nous commençons avec Madame Janvier pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aurais souhaité, moi, vous interroger sur deux de vos 5 constats qui figurent dans ce livre blanc et que vous avez rappelé dans vos idées forces. Celui, d'une part, du management par les chiffres, et vous dites qu'il est finalement la source principale de perte de sens. Donc c'est ce management par des outils de suivi, par des indicateurs de performance et ces activités de reporting qui sont demandées aux travailleurs, aux travailleuses, vous préférez ce terme social. Et le deuxième sujet, eh bien, c'est la bureaucratisation du travail social. C'est un peu la même idée. C'est le fait d'avoir un empilement de normes et de procédures qui fait, et là je cite un verbatim de votre livre blanc, que certains professionnels ont le sentiment de passer plus de temps à gérer la complexité administrative qu'à accompagner les personnes. Un troisième constat va un peu dans le sens qui est la question de l'autonomie aussi de ces travailleurs sociaux. Moi, je voudrais, parce que ça fait longtemps qu'on tourne autour de ce sujet, sans y répondre, à mon sens, de façon structurante. Et d'ailleurs, dans vos 14 recommandations, beaucoup d'entre elles sont centrées sur la question de la rémunération, les salaires, même si vous reconnaissez les efforts du Ségur, sur le mode de financement, de gouvernance, mais il me semble qu'on n'a pas une réponse construite sur cette question de perte de sens liée à cette culture de la performance qui est impulsée par des organismes comme l'ANAP, mais aussi l'HAS qui a repris ce que faisait avant l'ANESM avec les recommandations de bonnes pratiques. Et je voudrais vous interroger sur la façon dont on peut, nous, y répondre, parce que bien souvent, au sein de cette commission, nous avons aussi ce réflexe, qui est un peu réflexe pavlovien des politiques, qui est eh bien, de demander plus de contrôle, plus de, et c'est bien normal quand on a étudié ici les révélations de Victor Castanet, de mettre en place des procédures de lutte contre la maltraitance, d'évaluer, on a les évaluations internes et externes avec la loi du 2 janvier 2002, mais on voit bien que cette attente d'une meilleure lisibilité du travail social, qui est une attente de l'opinion publique, eh bien, elle a parfois des effets pervers, et notamment eh bien, elle génère cette perte de sens, cette démotivation d'un certain nombre de travailleurs sociaux. C'est en tout cas, moi, le constat que je fais aussi de mes échanges avec ces acteurs-là. Donc, je voudrais vous entendre sur la façon dont on peut structurer, globaliser une réponse à cette question-là, qui me semble parfois aussi importante que la question du salaire. Je vous remercie. Merci. Monsieur Catteau pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Klein. Cette audition constitue pour moi l'occasion d'exprimer ma reconnaissance envers tous les professionnels du travail social qui chaque jour déploient des efforts considérables pour soutenir les individus et les familles les plus vulnérables. Cependant, nous ne pouvons ignorer la crise profonde que traverse ce secteur depuis plusieurs années. Dans ce contexte, la publication du livre blanc sur le travail social en décembre dernier était attendue avec espoir. Et force est de constater que ce document dresse un état des lieux précis des difficultés et des enjeux que rencontre ce secteur aujourd'hui. Mais comme nous pouvions nous y attendre, ce livre blanc se contente bien souvent d'enfoncer des portes déjà ouvertes, réitérant des constats et des suggestions régulièrement entendus ces dernières années. À l'exception de l'initiative de mise en place d'un dispositif d'aide à l'installation pour les nouveaux travailleurs de ce secteur, peu de solutions concrètes sont effectivement mises en avant dans ce texte. C'est notamment le cas sur la question cruciale des salaires, où ce document se contente en quelque sorte d'appeler à un engagement de l'État et des partenaires sociaux sans proposer de réelles mesures. De même, je m'étonne que vous n'ayez pas eu le temps ou les moyens nécessaires pour mener des comparaisons internationales ou même réaliser une étude sur le sujet des ratios d'encadrement qui constituent une demande importante des professionnels et des associations de ce secteur et que vous avez renvoyé à une mission future. Ces observations m'amènent à me demander si nous ne sommes pas en face d'un énième rapport qui risque de ne pas se traduire par des actions politiques fortes et immédiates. Je vous pose ainsi la question, Monsieur Klein. Vous utilisez des mots forts, très forts dans ce rapport. Vous parlez de crise inédite, vous parlez d'état d'urgence, de période grave, de situation de rupture. Et vous appelez également à une volonté politique substantielle. Considérez-vous que le gouvernement actuel prend la pleine mesure de ces enjeux ?
Avez-vous reçu de sa part des engagements forts, notamment sur la question des salaires et de l'attractivité de ce secteur? Et enfin, pouvez-vous nous donner des exemples des actions menées par le gouvernement en ce sens depuis la parution du livre blanc en décembre dernier? Je vous remercie. Monsieur Clouet pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le Haut Conseil du travail social est un organisme assez jeune sous sa forme actuelle puisqu'il va fêter bientôt son 8e anniversaire. Et c'est une instance, c'est utile de le rappeler, qui à la fois est consultative dans le sens où elle remet des avis et des opinions fondées par les expertes et les experts, mais aussi un organisme qui est producteur de doctrine sur le travail social, c'est-à-dire qui essaye de définir la manière dont le travail s'exerce et comment on peut guérir ce que certains, parmi les premiers à penser le travail social, appelaient les blessures de la civilisation contemporaine au début du XXe siècle. Et alors, pour cela, il y a aujourd'hui à peu près 1,5 million de travailleuses et de travailleurs, à 90% des femmes, vous l'avez indiqué, qui exercent cette activité d'orienter, soigner, accompagner, aider des personnes qui sont vulnérables, soit parce qu'elles ont un manque matériel et financier, soit parce qu'elles sont en situation de handicap, parce qu'elles ont décroché, etc., etc. Et ce que pointe votre livre blanc, qui est vraiment fondamental pour nous toutes et nous tous, c'est que ce travail est devenu insupportable. Et que les causes des 100 000 départs annuels, vous les expliquez dans le rapport, vous êtes revenu à l'instant dessus. C'est les salaires de misère dans des conditions éprouvantes. Le taylorisme en 2024, il s'applique avant tout à des travailleuses et des travailleurs sociaux. Des métiers où on a un métier à risque qui est pénible physiquement, on doit tout faire en 15 minutes, on ramène le travail avec soi le soir, et encore pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un bureau, parce que certains maintenant sont sans bureau fixe, se baladent avec un sac à dos toute la journée, sans pouvoir se poser, passant d'une personne ou d'un domicile à un autre. Donc, pas étonnant dans ces conditions qu'un grand nombre de jeunes diplômés ne restent que quelques mois et se reconvertissent lorsqu'ils constatent qu'après 8-9 ans d'expérience, un éducateur est toujours payé au SMIC ou à 1,2 SMIC, alors même qu'il a pu bosser sans blouse et sans masque durant la crise du Covid-19. Donc face à cela, vous plaidez pour réviser les grilles, oui, 1000 fois oui. Mais deux difficultés. D'abord, la définition de l'acte que vous nous proposez. Vous avez défini le travail social, c'est extrêmement important. Qu'en est-il d'une définition du travailleur social lui-même? Ça permettrait peut-être de l'affranchir des méthodes de pilotage par les chiffres que vous évoquez, qui sont compliquées, parce qu'on ne peut pas mesurer le service rendu à une personne tout le temps. Et que voyez-vous dans les expériences étrangères ou dans des projets de pilotes nationaux permettant d'avoir une autre manière de piloter l'action et le travail social que ce pilotage par les chiffres? Madame Corneloup pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Haut Conseil, mes chers collègues. Difficultés de recrutement, forte rotation. Désaffection des jeunes générations pour les formations. Le secteur du travail social connaît aujourd'hui une crise majeure, tant sur le plan humain que financier. Les difficultés de recrutement n'ont effectivement jamais été aussi fortes, tant pour les employeurs que dans les écoles de formation. Cette dégradation est une alerte sur l'état d'urgence qui touche le secteur. Elle engendre une baisse de la qualité des accompagnements et du service rendu à la population. Tel est le triste constat dressé par ce livre blanc du travail social. Pourtant, ces métiers représentent les métiers du lien et de l'accompagnement. Ils participent à maintenir le lien social dans notre société, ô combien fragilisée dans un contexte sociétal plus tendu que jamais. C'est plus d'1 million de professionnels qui interviennent chaque jour auprès d'une large partie de la population. Ils méritent donc toute notre reconnaissance, être mieux valorisés et mieux rémunérés. Ceci implique des mesures structurelles et un choix politique de société. En ce sens, ce livre blanc propose des solutions concrètes pour l'attractivité des métiers du travail social. Elle vise à améliorer l'exercice professionnel, à recréer des vocations et à lever des freins. Ce livre promeut notamment une revalorisation significative des métiers avec des actes de reconnaissance, des mesures qui redonnent du sens et un projet au travail social en faveur des personnes accompagnées. Nous ne pouvons bien sûr qu'être favorables à ces 14 recommandations formulées dans ce rapport visant à revaloriser ces métiers et à les rendre plus attractifs. Bien sûr qu'il faut aller vers plus d'autonomie des professionnels de ce secteur. Il faut rétablir la confiance envers ces professionnels, ne pas les considérer uniquement comme des exécutants et abandonner la culture de la performance et de la rentabilité. Il y a tout juste 2 ans, Jean Castex, vous l'avez évoqué, avait déjà réuni une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social. Où en sommes-nous donc aujourd'hui? Les promesses de revalorisation salariale actées lors de cet événement, qui devait permettre aux personnels sociaux et médico-sociaux de bénéficier du Ségur de la santé, ne sont pas tenues. Merci. Merci. Madame Petit pour le groupe démocrate.
Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Haut Conseil du Travail social, la lecture de votre rapport a été l'occasion d'une rétrospective de nombreux textes dont notre Commission des affaires sociales a été saisie ces dernières années. Je pense par exemple à la formation au métier du soin, aux démarches de prévention, à l'aller vers ou encore au virage domiciliaire. Autant de sujets que nous avons le sentiment d'avoir contribué à faire avancer. Pour autant, beaucoup reste à faire, et vous l'avez évoqué, nous en avons conscience, et votre livre blanc constitue une source très utile de réflexion pour nos prochains travaux. Je souhaite revenir brièvement sur 2 sujets en particulier. D'abord, la question du genre dans le travail social. Vous proposez de faire de la lutte contre les stéréotypes de genre un moyen de valorisation de ces métiers de l'accompagnement qui sont, vous l'avez rappelé, quasi unanimement féminins. Pourriez-vous revenir sur vos propositions en faveur d'une meilleure reconnaissance de celles que vous nommez si bien les raccommodeuses du quotidien? Ma deuxième question concerne l'Institut national du travail social dont la création avait été annoncé pour le début de l'année. Selon vous, cet institut aura-t-il vocation à travailler à la débureaucratisation du travail social, dont l'empilement des normes, de procédures et de dispositifs a peu à peu entravé le travail des professionnels? À votre sens, de quelle façon les parlementaires pourraient-ils œuvrer à la simplification des normes? Et petite question bonus, puisque vous avez évoqué le Ségur, vous indiquez que les financements ne sont pas au rendez-vous. Comment l'expliquez-vous dans la mesure où la ligne budgétaire existe pourtant bel et bien dans la loi de finances? Je vous remercie. Merci. Monsieur Delaporte, pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président du Haut Conseil, cher Mathieu, chers collègues. Un ferment de la société de demain, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires, et je souhaite vous remercier pour ce travail d'importance, ce livre blanc d'une qualité qui est aussi le résultat d'une grande consultation que vous et le Haut Conseil avez menée et qui a, à en croire les professionnels avec qui on a pu échanger, été extrêmement fructueux et porteur d'espoir. Mais ces espoirs, il ne faudra pas les décevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, notre responsabilité collective, c'est aussi d'entendre toutes ces travailleuses sociales et tous ces travailleurs sociaux, profession essentiellement féminisée, qui aujourd'hui attendent beaucoup du Parlement, attendent beaucoup de l'État plus largement. Et donc c'est l'occasion aujourd'hui pour nous de les remercier pour leur travail, pour leur engagement, pour ce travail dans des conditions difficiles, alors qu'ils sont confrontés à la crise sociale qui traverse notre pays et qui conduit aussi ce manque de moyens, cette dégradation des conditions de travail, à une dégradation trop souvent de la relation avec les usagers. Alors certes, vous l'avez dit, il faut débureaucratiser, il ne faut pas forcément supprimer toutes les normes, notamment les normes sociales, mais il faut aussi lucidement regarder ce secteur en crise, en perte d'attractivité, avec des enjeux, notamment, et vous l'avez dit, sur les ratios d'encadrement, sur la révision de la grille des salaires, sur l'indexation des financements publics, sur la nécessité de renforcer les pratiques professionnelles. Bref, les chantiers sont nombreux, vous l'avez dit, mais ma question est essentiellement pratico-pratique. Quels engagements avez-vous cru entendre de la part du gouvernement, notamment sur le plan financier? Ils sont importants si on veut indexer les financements publics. Bref, le groupe socialiste soutiendra évidemment l'ensemble des conclusions et des propositions que vous faites, qui sont essentielles. Nous déposerons d'ailleurs, et je profite de cette commission pour le dire, et j'espère que nous aurons un travail de qualité prochainement en collaboration avec nos collègues socialistes du Sénat, une proposition de loi qui reprendra en grande partie les propositions que vous faites, et nous espérons que nous pourrons avancer collectivement sur ce sujet d'importance. Monsieur Pétavy, pour le groupe écologiste. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le groupe écologiste salue le travail mené ici, et notamment la reconnaissance des dysfonctionnements systémiques du travail social. Ce rapport reconnaît notamment l'urgente nécessité de revaloriser les salaires et de passer à un management qui inclut pleinement les travailleuses et travailleurs sociaux. Ces dernières récoltent le fruit d'années de politiques d'austérité budgétaire et les conséquences sont aujourd'hui dramatiques. La maltraitance institutionnelle qui touche gravement le secteur de la protection de l'enfance et qui laisse ainsi, encore par dérogation, des enfants placés dormir dans des hôtels en est l'image. Quelle réponse offrir, selon vous, à la crise de la protection de l'enfance ? De plus, aujourd'hui, et votre rapport le souligne, tout ce qui ne peut être quantifié, comme le travail de l'écoute, de l'attention, du soin, est systématiquement dévalorisé.
car il est exercé en majorité par des femmes et donc considéré comme naturel. Pourtant, au même titre que les soignantes, les travailleuses sociales sont celles qui portent à bout de bras notre société. J'aimerais à cet effet savoir quelles sont vos recommandations pour reconnaître ce travail indispensable du CARE et quel serait, selon vous, un management qui prend pleinement en compte les dynamiques de genre propres au travail social. La déliquescence du travail social opère également dans un contexte inédit de recul social avec un demi-milliard d'euros de coupes budgétaires dans ce secteur acté récemment par le gouvernement. Une loi immigration qui va stigmatiser davantage les personnes migrantes et des Jeux olympiques qui pratiquent ouvertement la chasse aux pauvres. Et nous aimerons bien avoir votre avis là-dessus, Monsieur Klein. Merci. Monsieur Dharréville, pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur Klein, le tableau que vous nous présentez présente un portrait sinistré, celui d'un travail social en crise. Vous avez indiqué que c'est un secteur qui accompagne toutes les fragilités et cela souligne un non-dit structurant dans ce secteur et au-delà. Quand on s'occupe des plus fragiles, il serait normal que l'on soit soi-même dans la fragilité et la sous-reconnaissance. On ne crée pas les conditions que le travail social soit l'aventure passionnante qu'il devrait être. Il faut ajouter à cela le management par les chiffres que vous pointez comme source principale de la perte de sens. Résultat, effectivement, 90 000 salariés ont quitté le secteur en 2021, 30 000 postes sont vacants. Plusieurs questions. Peut-on faire abstraction de la question des moyens humains et financiers et de la logique de baisse des financements publics instituée depuis les années 2000, si l'on veut sortir d'une vision à l'acte du travail social en considérant le temps nécessaire au regard des besoins? S'agissant des ratios d'encadrement, problématique essentielle, le livre blanc propose, je cite, d'engager une concertation précédée d'une mission spécifique afin de documenter le sujet, ce qui risque de repousser d'autant les décisions nécessaires. Je voudrais également dire mon inquiétude sur la convention collective unique étendue envisagée pour, je cite encore, redonner de l'attractivité au secteur avec une négociation nationale en panne qui risque de remettre en cause de nombreuses garanties existantes, d'introduire des critères classants et une rémunération au mérite plutôt qu'à la qualification. Cela pose plus généralement la question de la structuration du secteur. La question de la formation est également un sujet préoccupant. Seulement 8,5% ont bénéficié d'une formation diplômante en 2020, ce qui pose la question de la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue dans un secteur qui multiplie les faisans fonction qui sont les laissés pour compte de la formation qualifiante. Enfin, sur la thématique du handicap, la question des moyens est cruciale et pas seulement pour le développement du hors les murs. Merci. Je vais d'abord donner la parole à monsieur le rapporteur, à monsieur Klein, et ensuite nous reviendrons sur les questions des députés. Eh bien, écoutez, merci. Vos questions embrassent largement les recommandations du rapport. Alors, évidemment, si vous considérez, j'ai pu entendre que cela manquait de mesures concrètes et qu'il s'agissait d'un énième rapport, donc je laisse à chacun l'appréciation de la qualité de ce travail, mais je rappelle qu'il est le fruit de la contribution de milliers de travailleuses sociales et de travailleurs sociaux dans toutes les régions de notre pays, et qu'à ce titre, il est le reflet de la réalité d'un secteur. Après, chacun est évidemment libre d'apprécier les mesures politiques qui doivent en découler, mais c'est important de reconnaître la qualité des contributions qui ont été apportées pour le construire. Alors, je commence par la question de Madame Janvier sur le management par les chiffres et la bureaucratisation, mais que vous avez été plusieurs, d'ailleurs, sur laquelle vous avez été plusieurs à revenir. Je pense que l'évaluation, le reporting sont des données essentielles du bon exercice de tous les métiers sanitaires et sociaux notamment. La capacité à comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, la capacité aussi à alerter sa hiérarchie, ses partenaires sur des dysfonctionnements repose sur la capacité à rendre compte. Ce qui épuise les professionnels du secteur, c'est l'empilement des dispositifs qui ont chacun leur propre chemin d'évaluation et qui, du coup, pour un même accompagnement, parce que c'est bien ça dont il faut pouvoir se rendre compte, une personne qui est une et indivisible en tant qu'être humain peut bénéficier de différents dispositifs d'accompagnement, parfois de plusieurs travailleuses sociales, plusieurs travailleurs sociaux à ses côtés. Le ou les professionnels qui accompagnent une personne sur des sujets différents est confronté à des reportings différents. Pour peu que le même accompagnement soit cofinancé par l'État, le département et la région,
Ce sont donc 3 reportings différents pour le même accompagnement et le même dispositif. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Je force le trait. Tout n'est pas toujours aussi blanc et noir. Je force volontairement le trait parce que cette réalité-là, elle est vécue, lourdement vécue, et elle embolise, et elle écarte finalement le cœur de métier qui est l'accompagnement humain. L'autre dimension, je l'ai évoquée rapidement dans mon propos introductif, et elle est pour moi vraiment absolument essentielle, c'est l'automatisation de l'accès aux droits. Cela fait des années dans notre pays, et des années et des gouvernements successifs, qu'est évoquée l'idée que le non-recours aux droits sociaux, on l'évalue, par exemple pour le RSA, toujours autour de 25, 30, 35% selon les années et les indicateurs, est sans doute la faille majeure aujourd'hui dans le pacte social de notre pays. Il a été offert aux législateurs la possibilité de prélever l'impôt à la source. Très bien, ça facilite la vie de nombreux Français. Il devrait être proposé que les droits sociaux soient versés automatiquement en fonction de la connaissance. Ce n'est pas exactement fait, non ? Oui, je sais, non, mais ça fait longtemps que c'est proposé. Et je suis heureux que ça le soit, et j'appuie cette volonté sans aucun problème. Je dis simplement qu'il est urgent de la mettre en œuvre de façon opérationnelle, car le temps un professionnel consacre à dénouer les fils de l'accès aux droits est un temps perdu pour l'accompagnement. Je reste sur un bénéficiaire du RSA, par exemple. J'avais rendu un rapport il y a quelques années à Édouard Philippe sur ce sujet-là, avec Claire Pitola, députée des Bouches-du-Rhône, sur l'accélération de l'insertion professionnelle. Mais en fait, quand pendant 6 mois, vous devez dénouer les enjeux administratifs, vous ne faites pas d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel. Et c'est souvent pendant ce temps-là que les difficultés s'enquistent au désespoir de la personne concernée et au désespoir du ou des professionnels qui l'accompagnent. Donc, j'insiste vraiment sur la nécessité d'accélérer la cadence aujourd'hui sur l'automatisation de l'accès aux droits. Et puis restaurer, j'ai parlé du développement social tout à l'heure, c'est une dimension essentielle. Les professionnels du travail social ne sont pas, pour la majorité d'entre eux, des professions libérales. Ils ne peuvent donc pas agir à leur guise. Mais nous devons pouvoir, comme nous le faisons pour les enseignants. Un enseignant, il suit un programme. Il a toute une série de normes et de règles qui s'imposent à lui. Mais dans sa classe, il organise le travail, comme bon lui semble, tout est relatif, mais en tout cas, il a de l'autonomie pour organiser sa classe, pour faire atteindre à ses élèves les objectifs du niveau scolaire qui est le leur. Alors, toute proportion gardée, un professionnel du travail social, une professionnelle du travail social doit pouvoir, à partir d'une donnée, une personne en situation de handicap, une personne en perte d'autonomie, une personne nécessitant des heures d'accompagnement à domicile à la parentalité, etc., doit pouvoir, à partir d'une donnée, construire le réseau avec le territoire qui entoure la personne pour atteindre les objectifs. Et cette restauration d'une plus grande autonomie des professionnels est la clé majeure de la débureaucratisation. Je pense que c'est à notre portée. Ce n'est pas une mesure chimérique qui nécessiterait de grands bouleversements législatifs. C'est simplement une mesure qui, aujourd'hui, doit être portée politiquement comme une priorité et qui renvoie également à la question de l'attractivité. Regardez les cohortes, aujourd'hui, des élèves ou des postulants dans les formations en travail social. Quand il y a bientôt 30 ans, j'étais un jeune étudiant en sociologie. Au début de l'année universitaire, il y avait des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'étudiants qui s'inscrivaient en psycho, en socio, en philo ou en toute autre sciences humaines et sociales, et qui n'attendaient qu'une chose, c'était le mois de janvier pour intégrer une formation en école de soignants, d'infirmières ou de travailleurs sociaux. Et les amphis se vidaient tous les ans de moitié ou des 2/3, ces amphis-là, parce que les étudiants partaient faire, parce qu'il y avait ces rythmes décalés de rentrée universitaire, partaient faire ce pourquoi ils étaient finalement destinés. Aujourd'hui, regardez les amphis de sciences humaines et sociales, il n'y a plus de cohorte de cette nature. Et donc vous avez aussi des recrutements plus difficiles, des personnes parfois moins bien formées et des crises de vocation qui interviennent très tôt, dès la prise de poste, comme pour les enseignants souvent aujourd'hui, ou très tôt dans la carrière.
Donc c'est un enjeu vraiment civilisationnel important. Les conditions de travail, alors, elles croisent en partie la bureaucratisation. Elles sont aussi liées, notamment Monsieur Clouet, Monsieur Pétavy ou Arthur Delaporte évoquaient cet enjeu-là. Les conditions de travail sont liées à la façon d'exercer le métier, à la rémunération. C'est une rémunération objectivement trop faible par rapport aux enjeux et aux responsabilités qui sont aujourd'hui portées. Et ça n'est pas propre au secteur public. Je ne fais pas le procès de l'employeur public en disant cela. C'est une tendance de fond depuis de nombreuses années qui embrasse secteur public et secteur privé. Et les propositions que nous faisons, notamment indexer le mécanisme de financement public, pour ceux qui manquaient de propositions concrètes dans le livre blanc, indexer le mécanisme de financement public en matière de rémunération en se fondant sur l'augmentation moyenne des 3 dernières années du SMIC pour accompagner finalement une forme de garantie d'évolution de salaire dans l'ensemble des rémunérations, c'est un enjeu que nous portons à votre sagacité, mais c'est un enjeu essentiel et qui rassemble les employeurs et les employés. Parce que le HCTS est composé d'organisations patronales et syndicales. Chacune a contribué au livre blanc. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout, naturellement, mais ce qui est écrit là est porté aussi bien par les syndicats de salariés que par les fédérations d'employeurs. Donc cette reconnaissance de cette réalité-là, elle n'est pas simplement le fait des uns contre les autres, elle est assez largement portée. Le Ségur a-t-il tenu toutes ses promesses? Le Ségur en soi-même était un engagement important, mais dont nous mesurions tous qu'il n'embrassait pas la totalité de l'enjeu de la rémunération. Il était très important parce qu'il était une reconnaissance à un moment de crise sociale, sanitaire extrêmement fort des professionnels qui avaient, entre guillemets, pris des engagements très forts, des risques, et continuaient à travailler dans des conditions difficiles. Pourquoi le Ségur social est venu rattraper le Ségur de la santé? C'est parce que l'exemple que je prends toujours, une personne âgée, hospitalisée, qui est ensuite en fin d'hospitalisation dans un service de soins de suite, et puis ensuite doit être soit transférée vers un EHPAD, soit, si nous le souhaitons tous, ramenée à domicile. Une fois que le professionnel de santé a fini d'être applaudi en pleine crise Covid parce qu'il a pris en charge la personne âgée fragile, quid de la travailleuse sociale qui, juste derrière, va devoir assurer la suite de la prise en charge? Elle a été un peu moins applaudie que le professionnel de santé. Cette réalité-là, elle est toujours vraie après le Covid. Donc le Ségur est venu comme une reconnaissance légitime, nécessaire. Deux sujets aujourd'hui. Un sujet qui est depuis l'origine, 90 000 professionnels n'ont pas émargé au Ségur, et y compris dans certains services, le même employeur, le même bureau, vous avez une professionnelle qui touche le Ségur, une autre qui ne le touche pas. Et ça crée dans les structures aujourd'hui, publiques et privées, des distorsions et des difficultés de relationnel et de reconnaissance légitime. Et puis plus récemment, l'UNIOPS, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a attiré l'attention non pas d'un défaut d'engagement de l'État ou des départements. L'engagement a été pris par Jean Castex, encore une fois, c'était 1,3 million d'euros. Mona, vous me corrigez si je me trompe, 1,3 pour l'État, 1,3 pour les départements, pour financer le Ségur social. Aujourd'hui, l'UNIOPS dit, attention, beaucoup de structures n'ont pas touché les sommes annoncées, aussi bien d'ailleurs des conseils départementaux que de l'État. C'est pas, je ne cherche pas là à séparer les uns les autres. Et donc sont en difficulté. Pourquoi? Je ne sais pas vous le dire. Là, c'est plutôt à moi de vous poser la question. Mais moi, je ne sais pas le dire. En tout cas, c'est un sujet. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est inscrit dans les lignes budgétaires. Donc, il ne devrait pas y avoir de raison que ça ne se fasse pas. Mais j'attire votre attention sur le fait que rencontrer l'UNIOPS, ils vous le diront encore mieux que moi, fédération des employeurs, de tous les employeurs du secteur, c'est un sujet qui est posé aujourd'hui et qui crée des difficultés. Sur la question du genre, c'est une question que nous avons volontairement traitée de façon forte. D'ailleurs, nous avons écrit tout le livre blanc au féminin. Quand plus de 9 professionnels sur 10 sont des professionnels ES, c'était aussi une façon d'envoyer un message clair. Pendant longtemps, le travail social, et ça c'est peut-être propre à la France par rapport à des comparaisons internationales
que le HCTS fait au quotidien, puisque nous avons une cellule internationale au sein du HCTS qui travaille. Et là, je vous renvoie au livre vert, pardon, qui était donc le tome 1 du livre blanc, qui, lui, a posé un regard de comparaison internationale assez fouillé, mais je n'ai pas le temps de le détailler maintenant, donc je vous invite à vous y référer. Par rapport à bien d'autres pays, nous sommes restés sur une conception héritée d'une tradition religieuse. Le travail social a longtemps été porté aussi dans une acception par des institutions religieuses, ou aussi porté dans l'idée que, naturellement, les femmes sont dotées d'empathie, peuvent donc exercer ces métiers et qui ne nécessitent pas donc une formation particulièrement aiguë. Donc cet héritage-là, il pèse encore aujourd'hui lourd dans finalement la construction du parcours de vie de beaucoup de jeunes professionnels qui considèrent que ces métiers-là sont des métiers essentiellement féminins. Donc la professionnalisation, et donc que comme ce sont des métiers essentiellement féminins, ce sont des métiers qu'on peut moins bien payer, puisque ce sont des métiers essentiellement féminins, des métiers d'appoint, entre guillemets. Cet héritage-là, il pèse encore lourd aujourd'hui. Donc il faut d'abord renforcer la formation, à la fois tout au long de la vie, la formation initiale, d'où l'enjeu, et là ça renvoie à l'Institut national du travail social, d'où l'enjeu d'avoir une vraie filière complète de formation au travail social, des métiers niveau bac ou pré-bac jusqu'au doctorat, pour qu'on puisse avoir aussi un secteur de la recherche en travail social en France qui manque cruellement aujourd'hui et qui est capable de nourrir les évolutions professionnelles, de mieux rémunérer, mieux reconnaître, mieux former, pour que ces métiers-là soient des métiers, comme ils le sont dans les faits, accessibles à toutes et à tous, et que l'on arrête de considérer que parce que, là encore je force un peu le trait, mais comme je vais vite, je suis un peu obligé de le faire, que parce que ce sont des métiers féminins, eh bien ce sont donc des métiers qui peuvent être moins payés sans conséquences sociales majeures. Il y a des conséquences sociales majeures aujourd'hui à cette situation-là et il faut le prendre en compte. La convention collective, M. Daréville, unique, ce n'est pas simplement un sujet, entre guillemets, pour crisper les relations entre les salariés et les employeurs. Il y a quand même un héritage, là aussi c'est l'histoire, je vais vite, il y a un héritage un peu illisible aujourd'hui de l'enchevêtrement de conventions collectives qui ne correspondent plus, dont les différences ne correspondent plus complètement à la réalité des métiers aujourd'hui. Et les différences de rémunération, de conditions de travail, de congés, bref, qui induites par la multiplicité de ces conventions, n'est plus tout à fait compréhensible et totalement lisible aujourd'hui. Par contre, il faut des moyens, et c'est ce qui manque encore cruellement aujourd'hui, pour qu'une négociation solide puisse s'engager. L'État a mis des moyens sur la table. Les employeurs, là je ne fais que porter leur parole, les fédérations d'employeurs qui négocient, et les syndicats aussi bien sûr, de salariés, considèrent que ces moyens ne sont pas au niveau suffisant pour qu'une refonte complète puisse être engagée. Donc la discussion se poursuit. On va dire qu'il y a un bout du chemin qui a été fait. Il faut aller plus loin, mais il ne faut pas craindre par principe, en tout cas c'est mon point de vue, il ne faut pas craindre par principe la refonte de la CCUE. Voilà, peut-être que je vais... Sinon, je vais être trop... Merci beaucoup. Et puis, vous pourrez bien sûr compléter avec les réponses aux questions maintenant des députés. Question de Monsieur Frey. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Klein, je veux tout d'abord vous remercier pour votre propos introductif qui nous montre bien que les difficultés rencontrées par le secteur du travail social sont nombreuses. J'aimerais revenir sur le volet de l'attractivité des métiers du travail social et plus spécifiquement sur les difficultés du secteur à attirer de nouvelles recrues. Ce point me semble particulièrement important, car si la filière a déjà du mal à susciter des vocations avec des rémunérations faibles et une pénibilité dans bon nombre de métiers, elle est aussi confrontée, comme le souligne le livre blanc, au vieillissement des travailleurs sociaux. Quand on sait que notre pays en compte environ 1,3 million, il est donc urgent d'accentuer les recrutements. Si le livre blanc comporte des propositions intéressantes pour améliorer les recrutements et ainsi répondre aux besoins toujours plus importants d'accompagnement, avec une aide à l'installation des personnels lors du recrutement, par exemple, ma question est la suivante. Vous semble-t-il envisageable,
en tant que solution transitoire, d'encourager la reprise d'activité partielle aux travailleurs sociaux retraités, à l'image de ce qui existe déjà pour les médecins. Je vous remercie. Merci. Madame Amrani. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Klein, vous avez vous-même souligné le 5 décembre dernier, jamais dans son histoire le secteur du travail social n'a connu une crise d'attractivité aussi intense. Les fédérations des acteurs de la solidarité, la fédération en tout cas, a aussi exprimé son inquiétude face à cette crise inédite mais systémique des politiques de solidarité. En résumé, pour être clair, les voyants sont tout rouges. Le livre blanc propose des recommandations pour valoriser les métiers du travail social, notamment en valorisant, comme vous l'avez dit, les salaires, en réinterrogeant les modes de financement des structures sociales et médico-sociales, ou encore en investissant tout simplement dans la transition numérique et écologique. Mais pourtant, à ce jour, aucune nouvelle orientation budgétaire n'a vu le jour. Aucun des ministres concernés par la remise de ce rapport n'a fait d'annonce dans ce sens. Monsieur le Président, comment, en tout cas, est-ce que vous avez des informations concernant le gouvernement, comment le gouvernement compte mettre en place, ce qu'il compte en tout cas mettre en place pour répondre aux recommandations de ce livre blanc? Merci. Merci. Monsieur Alauzet. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président de partager ce matin votre travail avec nous en commission des affaires sociales. Dans votre livre blanc, vous évoquez les distorsions de rémunération dans le secteur médical et médico-social et vous utilisez le terme d'exclus du Ségur. Ainsi, il n'est pas inutile de revenir sur la genèse du Ségur qui visait, en lien direct avec la pandémie, à octroyer une bonification de 183 € à des personnels spécifiques, les soignants, mis à forte contribution, les plus en risque de contamination parce qu'au contact des malades et avec un surcroît de travail au plus fort de la première vague de Covid. C'était ça le Ségur. En parallèle, les attentes et les demandes d'autres catégories de personnel, souvent qualifiées de première ligne, apparaissaient tout à fait légitimes et ont trouvé progressivement une meilleure reconnaissance et une bonification financière, notamment à travers les accords Laforcade. Mais ils n'étaient pas exclus du Ségur. Ils étaient non éligibles. Il est important de nommer les choses précisément, sachant que la décision ne dépendait pas toujours de l'État d'ailleurs, mais souvent d'autres institutions, telles les départements. Monsieur le Président, je souhaitais attirer votre attention sur l'utilisation du terme exclu ou oublié, on a souvent entendu ce terme, du Ségur, qui n'apparaissent pas les plus appropriés. C'est la raison pour laquelle il me paraissait nécessaire de rappeler les conditions dans lesquelles le Ségur a été instauré. Merci. Monsieur Ruffin. Merci Madame la Présidente. Ce qui est décrit là, c'est un grand craquage du travail social et ce qui se lit déjà dans les accidents du travail, les maladies professionnelles, les burn-out, où ça explose sur le secteur du handicap, sur le soin. Pourquoi ça va mal? Parce qu'on est dans une société qui va mal. On a des taux de pauvreté qui sont records depuis 25 ans. On a des dépressions avec 1 Français sur 5 en dépression et ça n'a pas diminué après le Covid. On a du sans-logement qui a été multiplié par 2 en 10 ans. Et ça craque. Et ce qui devrait nous servir de digue, à savoir le travail social, à la place de le renforcer, on le laisse s'effriter. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Donc qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être fait, comme le décrit le livre blanc, pour renforcer cette digue? Il y a évidemment l'aspect matériel. Il y a les salaires. Moi, on me parle d'attractivité, mais je pense que la première question, c'est la fidélité. De la même manière pour l'hôpital. La question n'est pas comment on attire de nouveaux personnels, c'est comment, quand ils y sont bien et ils y restent. Il y a la question évidente des salaires. Il y a la deuxième question, c'est comment on peut faire son travail sans être bureaucratisé, sans avoir des appels à projets, sans passer son temps à aller chercher des financements, à rendre des comptes, à être dans l'évaluation. C'est la deuxième question. Et enfin, la troisième question que je voudrais vous poser, c'est un aspect plus spirituel, c'est ce que vous avez appelé rendre visible. Quand on regarde la télé tous les soirs, on a des émissions qui nous montrent l'efficacité du travail policier. Les gens sont arrêtés, on leur passe les menottes, tout ça, on voit que c'est efficace contre la délinquance. Et en revanche, qu'est-ce qu'on a sur le travail des invisibles? Évidemment, c'est beaucoup plus difficile à rendre visible ça. On avait Pascal le grand frère, il a disparu des écrans de télé. Bon, mais qu'est-ce qu'on a pour héroïser ce travail de la prévention, ce travail du soin,
Ce travail qui viendrait dire qu'au fond, le projet de société, pour aujourd'hui, même avant demain, mais dès aujourd'hui, que le mieux vivre dans la société, il passe pas par plus de biens, mais il passe par mieux de liens. Madame Berreté. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Haut Conseil pour le travail social, chers collègues, merci pour cette présentation, Monsieur le Président. Le 5 février dernier, j'ai rencontré la Fédération des centres sociaux de Paris. Outre des problématiques budgétaires qui fragilisent la pérennisation de leurs activités, ceux-ci ont mis en avant la complexité administrative à laquelle ils doivent faire face, et en particulier en ce qui concerne les réponses aux appels à projets. Le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué dans son discours de politique générale sa volonté de débureaucratiser le pays. Les ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont lancé le 15 novembre dernier les rencontres de la simplification qui concernaient les entreprises. Votre livre blanc évoque la difficulté des appels à projets sous l'angle de la mise en concurrence des acteurs, contraints de se transformer peu à peu en capteurs de financement pour répondre à des objectifs précis en direction d'un public cible et sur une durée déterminée. Ma question est la suivante. Avez-vous constaté que le millefeuille administratif avait un impact majeur sur les organisations du travail social et quelles seraient, selon vous, les solutions pour y remédier à court, moyen et long terme? Je vous remercie. Madame Autant. 1,3 million de travailleurs sociaux occupent des missions essentielles pour les êtres humains que nous sommes, puissent être soignés, accompagnés, aidés autant que de besoin, et aussi pour que notre société se tienne debout. Et les besoins augmentent, puisque les gens vivent plus longtemps, sont plus nombreux à vivre dans la pauvreté et sont davantage en dépression. Mais comme le démontre votre livre blanc, leur rémunération est largement insuffisante, leur nombre ne suffit pas non plus, et les conditions de travail sont toujours plus difficiles. L'épuisement professionnel et la crise des vocations, comme on dit, sont alarmants et devraient nous conduire à des mesures d'urgence. Oui, il faut augmenter les salaires, oui, il faut recruter davantage, et oui, il faut changer les méthodes de management pour sortir de la politique du chiffre et des tableaux Excel. Le problème de fond, c'est la concurrence des normes du privé en lieu et place de l'esprit public. C'est la concurrence à la place de la coopération. C'est la rentabilité au lieu de la solidarité et de l'égalité, la baisse de la dépense publique à défaut de partage des richesses, le choix de la marchandisation du secteur et non du service public. Croyez-vous que l'on peut s'en sortir en considérant toujours plus le secteur social comme pouvant relever d'une économie de marché concurrentielle? Merci. Madame Iborra. Merci Madame la Présidente. Lorsqu'on évoque le travail social, on pense bien évidemment dans un premier temps aux conseils départementaux qui ont cette compétence sociale et qui tiennent à garder tout à fait légitimement. Je pense notamment au RSA, aux personnes âgées, qui représentent plus généralement les personnes qui ont besoin d'aide et d'accompagnement. Au niveau national, l'exemple de la bientraitance en EHPAD montre à quel point les politiques institutionnelles manquent d'une véritable volonté politique, car si les contrôles sont nécessaires, on ne peut compter seulement sur une société de contrôle. Ne vaudrait-il pas mieux prévoir des politiques qui préviennent les maltraitances? Celles-ci sont connues. Les avez-vous évoquées dans le livre bleu? Dans le livre blanc. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps encore d'en prendre connaissance. Ces réformes devraient passer, cette politique devrait passer par des réformes de l'existant, pour lesquelles des freins venant des institutions elles-mêmes sont évidentes. Qu'en pensez-vous? Monsieur Isaac Sibylle. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Haut Conseil du travail social, donc merci pour ce rapport, pour ce livre blanc qui est intéressant. Vous faites un rapport effectivement sur les métiers en fait du travail social, et Dieu sait qu'ils sont complexes. Les structures sont nombreuses, elles peuvent être publiques, collectivités, nombreuses, comme vous l'avez rappelé, entreprises, associations, les employeurs, les conventions collectives sont aussi nombreuses, les publics sont aussi nombreux, que ce soit l'enfance, les personnes fragiles, les personnes âgées, handicapées. Par rapport à l'ensemble de cet écosystème, est-ce qu'on peut avoir une réponse unique? Et moi, j'aimerais effectivement que vous nous proposiez effectivement quel modèle vous proposez et quel modèle. Effectivement, on a parlé effectivement, est-ce que c'est associatif, est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé? Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelle est la responsabilité effectivement du législateur?
quelles sont aussi les responsabilités des acteurs. On parle des conventions collectives, c'est vraiment la responsabilité des acteurs. Donc on sait que le travail social est très nombreux en plus. Est-ce que vous vous adressez effectivement au travail purement social, au travail médico-social, qui ne sont pas les mêmes choses? Le travail social, effectivement, tout ce qui est avancé numérique, tout ce qu'on a effectivement dans les cartons, qui on espère effectivement vont arriver sur cette législature, vont faire avancer les choses. L'intelligence artificielle va faire avancer les choses, mais ce travail d'accompagnement social n'est pas le même que le travail médico-social, qui est beaucoup plus physique, avec beaucoup plus de pénibilité, d'arrêt, d'accident du travail, comme vous l'avez souligné. Donc, par rapport à ça, on voit que ce monde est très complexe, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de réponses. Est-ce qu'il peut y avoir un seul modèle? Et pour vous, vers quoi on doit tendre? Merci bien. Merci. Madame Valentin. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président donc, pour votre travail et puis pour ce livre blanc qui était très intéressant. Donc nous l'avons déjà évoqué, difficultés de recrutement, forte rotation, désaffection des jeunes générations pour les formations, problèmes de rémunération. Le secteur du travail social connaît aujourd'hui une crise majeure, tant sur le plan humain que financier. Les difficultés de recrutement n'ont effectivement jamais été aussi fortes, tant pour les employeurs que pour les écoles de formation. Alors que la crise dans ce secteur, alors que la crise que nous traversons se traduit par une augmentation massive des personnes en précarité ou en difficulté et dont les profils sont extrêmement divers. Les travailleurs sociaux sont confrontés chaque jour à la transformation de la société. La précarité a changé de nature et de dimension du fait du chômage de masse. Elle est devenue plurielle, elle frappe des populations nouvelles. Le travail social regroupe en son sein des métiers très très divers. Il incarne bien la solidarité qui s'exerce au jour le jour dans les services, dans les centres d'hébergement, dans les foyers d'accueil pour les mineurs ou les femmes victimes de violences, dans la rue. Faut-il prioriser de façon urgente certains domaines plus que d'autres? Comment prémunir les travailleurs sociaux, leur donner les nouveaux outils pour y faire face? Et une refonte en profondeur des parcours de formation serait-elle nécessaire? Madame Dordain. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Klein d'être parmi nous ce matin. Je souhaite attirer votre attention sur une problématique cruciale dans le domaine du travail social que vous soulignez dans le livre blanc. Celle-ci concerne la bureaucratisation du travail social ayant pour conséquence d'éloigner les organisations sociales de leur mission première, l'accompagnement. La multiplication des appels à projets a créé une compétition entre les acteurs entraînant le risque d'une marchandisation de l'offre. Nous pouvons voir d'un côté les travailleurs sociaux développer des stratégies de partenariat et de travail en réseau pour exercer au mieux leur mission, tandis que ces mêmes appels à projets amènent des situations de concurrence entre les organisations gestionnaires. Cette logique de gestion par appel à projet peut entraver la coopération entre les acteurs et complique la mise en place d'une approche globale nécessaire à la résolution des problématiques sociales complexes. Les travailleurs sociaux se retrouvent souvent à agir comme des capteurs de financement, mettant en péril leur rôle direct auprès des usagers et pouvant conduire à la perte de sens de leur engagement. De plus, cette approche par appel à projet segmente l'action publique locale en ciblant les financements sur des objectifs précis, formatant les prestations pour des publics spécifiques et pour des durées fixées. La pression constante des financeurs pour rendre compte et assurer l'efficacité des financements dévie l'attention des organisations et des travailleurs sociaux du terrain et de leur mission fondamentale. Il y a encore quelques mois, j'étais moi-même sur le terrain en tant qu'éducatrice spécialisée, puis chef de service. J'aimerais rappeler que l'humain est au cœur de nos actions, de nos préoccupations, et non les chiffres. Chacun doit retrouver son rôle et sa fonction pour retrouver du sens. Ainsi, Monsieur Klein, j'aimerais savoir quelles seraient vos recommandations pour nous, politiques, puissions légiférer ou simplifier l'existant afin que les organisations et les travailleurs sociaux remettent au centre l'humain et répondent aux missions d'intérêt général, ce pourquoi finalement ils se sont engagés. Merci pour votre réponse. Madame Rousseau. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur Klein pour cette présentation. Là, on parle d'1,3 million de personnes qui sont des personnes aux métiers absolument essentiels et qui finalement sont non seulement négligées, mais qui n'ont pas la position dans la société qui est en correspondance avec le rôle important qu'ils jouent. Je voudrais juste vous alerter sur plusieurs choses. C'est que déjà, le temps de travail doit être compris dans ces métiers-là comme extensif, c'est-à-dire comprenant les temps de transport. Or, on sait qu'il y a une amplitude au travail qui est bien supérieure au nombre d'heures qu'ils réalisent et qu'elles réalisent en l'occurrence sur la journée. Donc,
comment peut-on prendre en compte ce temps de travail extensif? Deuxième chose, comment peut-on déconstruire les compétences naturelles dont vous avez fait mention et qui sont à l'origine de la sous-évaluation de ces métiers, puisque dans la mesure où il n'y a pas de compétences acquises, pas de formation nécessaire, du moins à la représentation que nous en avons, eh bien, il n'y a pas besoin non plus de rémunérer des compétences qui ne sont pas reconnues comme telles. Troisième chose, vous parlez de management. Oui, il y a un problème de management dans ces métiers-là, indiscutablement. Il y a aussi un problème de temps collectif et de temps de coordination, de temps de récupération, puisque compte tenu des horaires de travail étendus sur la journée dont je vous parlais, ces temps de récupération sont faibles et les temps collectifs sont quasiment nuls, là où on sait que c'est aussi une manière de mieux faire son travail et de mieux... d'être dans un mieux-être au travail. Enfin, sur la pénibilité, je voudrais insister sur deux choses. Un, l'exposition à des produits chimiques, ce qui est peu connu, mais ce sont des populations qui sont très exposées aux produits chimiques, plus que les ouvriers de la chimie. Quand on utilise des produits ménagers, eh bien, sans protection, au bout d'un moment, ça pénètre dans le sang et les taux de produits chimiques dans le sang sont supérieurs à ceux des ouvriers de la chimie. Et la dernière chose, c'est sur le racisme subi par une partie de cette population qui, parfois, confère à la pénibilité du travail parce qu'elles sont exposées à des assignations et à des réflexions, à des attitudes racistes de manière quotidienne, ce qui devrait être mieux pris en compte dans leurs conditions de travail. Madame Le Nabour. Merci Madame la Présidente. Dans ce livre blanc, vous proposez de consolider et développer les fondamentaux de l'accueil inconditionnel pour garantir la présence humaine. Vous évoquez dans ce chapitre les maisons France Service. Vous semblez d'ailleurs remettre en cause la qualité d'accueil et d'orientation des agents qui accueillent dans ces maisons France Service ou dans ces espaces France Service, puisque nous avons aussi des bus. Et vous dites même qu'elles sont mal préparées à être le lieu du premier accueil. Alors votre jugement est bien différent des rapports qui ont été remis du Sénat, mais aussi du Conseil d'État. Et le jugement des retours qui nous sont faits sur le terrain, du taux de satisfaction des bénéficiaires qui sont aux alentours de 97%. Alors même si nous devons aller plus loin dans l'aller vers, dans l'aller chercher et dans la coopération entre les différents acteurs qui prennent en charge, qui accompagnent donc les travailleurs sociaux, les médiateurs, les conseillers en insertion, etc., ce dispositif monte en charge et n'est quasiment plus remis en cause en termes d'amélioration de l'accès aux droits et de la lutte contre le non-recours. Donc je voulais vraiment que vous précisiez quelles sont vos sources qui vous ont permis d'alimenter cet avis contraire. Merci. Madame Petit, pour conclure. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur Klein, je voudrais que vous nous fassiez un petit focus sur l'outre-mer, parce que la situation de nos compatriotes français qui vivent en Outre-mer est particulière. J'aimerais savoir si vous avez travaillé en particulier aussi sur les départements et donc territoires d'Outre-mer. Et je pose la question en ayant en tête surtout la situation de Mayotte qui est particulièrement complexe depuis un moment déjà, mais en particulier ces jours-ci. Comment est-ce que les personnels de ces métiers du travail social font pour travailler dans les meilleures conditions possibles? Comment font-elles, ces personnes, pour accompagner au mieux les ultramarins et en particulier aujourd'hui les Mahorais? Je vous remercie. Merci. Monsieur Klein, pour répondre à l'ensemble de ces questions. L'ensemble, je ne sais pas, mais je vais essayer de, autant que faire se pourra, voilà, de vous apporter des éléments. Vous avez pour partie repris des sujets que nous avons évoqués. Vous avez été plusieurs à parler d'appel à projet. Je l'ai entendu chez Madame Dordain, chez Monsieur Ruffin, chez Madame Berreté. Oui. D'ailleurs, le livre blanc parle, lui, d'assouplissement de la logique d'appel à projet, parce que la logique d'appel à projet vise à répondre à la visibilité politique légitime d'une action. Quand une institution lance un appel à projet, c'est qu'elle veut, sur un sujet précis, concentrer des moyens pendant un temps donné pour ensuite avoir une visibilité de résultat. Le travail social est relativement incompatible avec la systématisation des appels à projets, car nous sommes sur le temps long, le parcours de vie d'une personne. Les résultats ne sont pas toujours spectaculaires
et ils ne sont pas toujours immédiats. Et cela participe, cette systématisation, cette multiplication des logiques de l'appel à projet et de l'indexation donc de financement public sur l'appel à projet, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, cela participe de l'épuisement professionnel et de la bureaucratisation de ces métiers, puisque qui dit appel à projet dit aussi reporting ad hoc pour pouvoir émarger au financement et ensuite rendre compte à. Donc cela s'inscrit dans cette logique que nous défendons dans le livre blanc, qui est la logique d'une plus grande autonomie et d'une plus grande confiance, et donc de financement qui s'inscrivent dans la durée, de façon pluriannuelle, et qui ne fragilisent pas les structures, qui, lorsque les moyens d'un appel à projet sont épuisés, souvent la logique, elle est assez simple. On vous dit, là, il y a de l'argent sur une expérimentation ou un appel à projet, et ensuite le droit commun prendra le relais. Dans les faits, nous savons tous, je suis élu local depuis maintenant un certain nombre d'années, nous savons tous que le droit commun ne se substitue que très rarement, pour rester dans un doux euphémisme, à un financement exceptionnel. Et donc, cela place ensuite le service, la structure, la collectivité, l'association qui a engagé une dynamique sur la base d'un appel à projet et qui sait qu'elle doit continuer à la porter même quand le financement n'existera plus, dans une situation inextricable. Donc oui, il faut, à minima, et nous avons choisi une formule dans le livre blanc qui permet, je crois, de ne heurter personne, assouplir cette logique d'appel à projet. Y a-t-il un modèle unique Monsieur Isaac Sibyl, ou la question aussi qui était posée sur le millefeuille administratif, il n'y a pas de modèle unique. Bien sûr qu'il n'y a pas de modèle unique. Le travail social est porté par des agents publics dans les collectivités, dans leurs CCAS, dans les conseils départementaux, bien évidemment, par les administrations de l'État parfois également. Il est porté dans les hôpitaux, il est porté dans l'éducation nationale, il est porté dans les prisons. Le travail social est porté par des délégataires associatifs de moyens publics. Et le secteur associatif à but non lucratif du social et du médico-social est en France particulièrement puissant, qu'il soit d'inspiration religieuse, d'origine religieuse ou non. Dans tous les territoires, les institutions sociales et médico-sociales privées à but non lucratif constituent souvent d'ailleurs l'épine dorsale, et vous les connaissez dans vos circonscriptions, donc vous voyez très bien de quoi je peux parler, d'un EHPAD, d'une MEX, d'un établissement d'accueil pour une personne handicapée, et j'en passe. Donc il ne faut absolument pas chercher à mettre tout le monde sous le même label. C'est aussi la richesse du mouvement du développement français, mais je crois que c'est Clémentine Autain qui parlait tout à l'heure du risque de concurrence. Et là, nous avons, je crois, un modèle français qui doit rester protecteur, puisque à la fois le secteur à but privé, associatif, à but non lucratif est largement dominant. Le secteur privé lucratif dans le secteur social et médico-social reste, en France en tout cas, à une échelle qui est une échelle modérée. Et ça, c'est important. Il faut protéger ce modèle du social privé, enfin du social associatif à but non lucratif. Et il faut également, et ça repose sur cette logique de financement que j'évoquais tout à l'heure, repenser un cadre conventionnel. Alors, on parle d'un cadre conventionnel lisible et équitable pour faire en sorte que, là encore, il y ait de la continuité dans les financements qui sont engagés. Peut-être que ce sera une ressource précieuse pour le financement du travail social dans les prochaines années, je ne sais pas. C'est bienvenu. Voilà. Sur le millefeuille administratif, alors, bien sûr que le millefeuille administratif contribue à parfois, entre guillemets, épuiser, parce que à chaque couche correspond une demande spécifique ou des enjeux spécifiques, et donc des ressources spécifiques et des reportings spécifiques. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui jettent le bébé avec l'eau du bain. La décentralisation à la française est une richesse, un point d'appui, n'est pas nécessairement une contrainte. Dès lors que les collectivités, notamment sur le terrain, Mme Iborra évoquait les rôles majeurs des conseils départementaux tout à l'heure, dès lors que les collectivités sur le terrain arrivent à articuler leur intervention. Et là, il faut s'appuyer sur ce que font les territoires.
Il n'y a pas besoin d'une énième réforme législative en la matière. On peut tout à fait laisser les territoires s'organiser, les inciter à le faire, s'organiser entre eux, sur une politique publique donnée. Je ne sais pas moi, l'insertion par exemple, je reviens sur l'insertion sociale et professionnelle. Vous avez besoin d'un CCAS, vous avez évidemment besoin d'un conseil départemental, vous avez besoin de la région pour la formation. Il faut que nous puissions travailler sur la base d'une logique coopérative, ça a été évoqué tout à l'heure, une logique coopérative, et c'est ça qui donne de la puissance et du résultat, plus que vouloir éliminer une couche un peu arbitrairement, qui de fait n'éliminera pas les personnes qui doivent être accompagnées. La prévention, je crois que c'est vous qui en parliez, Manu Bourra aussi, prévenir plutôt que guérir, ou tout à l'heure vous évoquiez aussi, Madame Zordin, la question de ce qui est le fruit de l'engagement des professionnels, des éducateurs, entre autres. Bien sûr que la prévention, et le livre blanc d'ailleurs évoque l'idée que la prévention doit devenir première, mais ça renvoie à ce que je vous évoquais tout à l'heure. Pour que la prévention des risques sociaux puisse prendre toute sa place, encore faut-il que l'ensemble des dispositifs d'accompagnement soient plus rapides, voire automatisés, notamment pour le versement d'allocations ou de ressources spécifiques, de façon à ce que les professionnels puissent se concentrer sur le travail préventif. Les enjeux de pénibilité, je les ai évoqués tout à l'heure. Effectivement, la sinistralité, je l'ai dit dans mon propos introductif, dans le secteur est très élevée, beaucoup plus élevée que la moyenne des secteurs d'activité en France. Et c'est lié notamment à la pénibilité qui doit donc être également mieux reconnue et mieux accompagnée. La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur. La formation d'ailleurs initiale aussi. Nous plaidons pour une réflexion accrue sur le socle commun, pour qu'il y ait un tronc commun à la formation de tous les professionnels du travail social avant une spécialisation ensuite ultérieure dans le parcours, parce que ça permet aussi des allers-retours. Je ne sais pas s'il faut, Monsieur Frey, m'interroger sur la remobilisation de professionnels jeunes retraités. C'est parfois déjà le cas dans la réalité, puisque comme pour d'autres métiers, lorsque les ressources sont insuffisantes, ça peut être une solution temporaire. Mais ne nous payons pas de mots. Nous ne pouvons pas nous appuyer, il serait d'ailleurs, je crois, malsain et illogique de s'appuyer durablement sur cette ressource-là. Nous devons aujourd'hui donner l'envie à des jeunes d'intégrer ou de réintégrer ces carrières, favoriser les passerelles. C'est aussi un point évoqué dans le livre blanc, les passerelles d'autres métiers vers le travail social, les métiers administratifs, les métiers de l'éducation, de la santé, de l'éducation populaire. Il faut faciliter les passerelles et les reconversions, les deuxièmes et les troisièmes carrières vers l'intérêt général et l'intérêt collectif, après des carrières parfois dans d'autres domaines. Je pense que ce serait aussi une force et une richesse, mais c'est la raison pour laquelle il faut accentuer la reconnaissance et la VAE, la reconnaissance des acquis de l'expérience dans le parcours diplômant des métiers du travail social. Oui, l'intelligence artificielle, le numérique peut être une ressource, à l'évidence, puisque c'est ce qui permet aussi d'accélérer les processus, à condition, et c'est pour ça peut-être que vous avez été heurté par cette remarque sur les maisons France Service, Madame Le Nabour, il n'y a pas de remise en cause des maisons France Service, il y a, et les sources, alors là pour le coup c'est entièrement le terrain, c'est-à-dire que ce sont des contributions des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux qui remontent et qui ont exprimé sur ce point précis le fait que ce n'est pas l'accueil en MFS qui pose souci, c'est que parfois l'accueil social en MFS par des professionnels qui ne sont pas forcément aguerris à ce type d'accompagnement peut être malhabile ou pas tout à fait adapté. Donc les maisons France Service, moi j'en ai dans ma ville et sur mon territoire et j'en suis très heureux. C'est une logique solide quand elle fonctionne bien. Parfois il y a certaines situations peut-être auxquelles il peut être imparfaitement répondu. Quant à l'outre-mer, nous avons aujourd'hui un seul comité local du travail social et du développement social sur l'île de la Réunion. Et je suis, moi, tout à fait preneur que nous soyons en capacité d'en développer ailleurs. Vous avez parfaitement raison de souligner, notamment à Mayotte, mais au-delà, sur d'autres territoires ultramarins aussi, mais à Mayotte, c'est particulièrement prégnant que quand les situations sociales et les difficultés sociales sont plus nombreuses,
le travail social est plus fortement encore sollicité. Donc, nous cherchons à développer la présence des CLSTDS sur le territoire parce que c'est aussi un point d'ancrage pour le Haut Conseil, mais aussi pour ensuite les recommandations, une forme aussi de plus grande force, de plus grand réalisme et de représentativité de nos recommandations au gouvernement lorsqu'elles s'appuient sur des acteurs locaux. Donc, tout à fait disposé à y travailler avec vous. J'ai plusieurs fois été interrogé, j'ai non pas éludé la réponse à cette question-là, donc je vais conclure là-dessus, Madame la Présidente, si vous le voulez bien. J'ai plusieurs fois été interrogé dans plusieurs salves de questions sur la réception par le gouvernement des travaux du livre blanc. Donc le livre blanc a été délibéré par le Haut Conseil du travail social en septembre 2023. Il a été remis à plusieurs ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne au début du mois de décembre 2023. Il a fait l'objet, notamment sur l'Institut national du travail social, d'engagements précis et de l'annonce d'ouverture de chantier par Stanislas Guerini dans la fonction publique territoriale, notamment, dont l'ouverture a été annoncée pour mieux accompagner le travail social dans la fonction publique. Sur la question des rémunérations, les engagements du gouvernement en matière de soutien à la convention collective unique et de participation financière à sa refonte ont été rappelés, mais sont jugés pour l'heure insuffisants par les professionnels du secteur. Et je dois rencontrer Catherine Vautrin dans les prochaines semaines pour pouvoir lui présenter à son tour le livre blanc et pouvoir maintenant établir ce que nous appelons la feuille de route du livre blanc. Donc j'aurai plaisir le moment venu à revenir devant vous si vous le souhaitez, puisque le livre blanc est rendu au gouvernement, charge à lui d'en choisir, de hiérarchiser les priorités comme il l'entend. Donc nous devons travailler sur la feuille de route du livre blanc dans les prochaines semaines avec la ministre Catherine Vautrin pour ensuite suivre sa mise en œuvre. Un comité de suivi d'ailleurs des mesures a été installé au sein du Haut Conseil pour avoir une évaluation, j'allais dire, en direct de l'ensemble des choix qui seront faits dans les prochaines semaines. Voilà, Madame Très la bien, Présidente, merci Mesdames et beaucoup. Messieurs les députés. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Je crois que vous avez pu constater que les parlementaires de tous bords sont très préoccupés par le sujet et très soucieux aussi de pouvoir contribuer ensuite à la mise en œuvre des propositions du livre blanc. Donc, vous savez que vous pourrez compter sur le soutien du Parlement pour pouvoir engager des travaux et engager aussi des discussions, je pense, avec le gouvernement sur les suites qui pourraient être données à ces propositions. Et puis, je voudrais aussi saluer l'ensemble des travailleurs sociaux au nom de la Commission des affaires sociales et le travail qu'ils accomplissent et saluer aussi l'engagement qu'ils peuvent avoir pour aider à résoudre les problématiques nombreuses de notre société. Merci beaucoup, en tout cas, de cette présentation et de ces travaux. Merci à vous. Merci de votre intérêt. Nous vous avons amené, si ça vous intéresse, une synthèse du livre blanc. Donc, Mouna va tenir à votre disposition. Si vous voulez, voilà, c'est Mouna qui les a. Vous pouvez, voilà, elle va vous en donner.